Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Trump arrive au pouvoir dans quelques jours, plus précisément le 21, si je ne me trompe. Et je pensais repasser sur son programme, si ça te convient, Flavie, qu'est-ce que tu en penses? On est un peu troublé par ce président qui a déjà bougé beaucoup de lignes, en fait, simplement par son intronisation future. On a vu un champ médiatique et un champ international quand même très très mobile après sa prise de pouvoir. Alors, peut-être quelques mots là-dessus. Je ne sais pas si toi aussi tu as été marqué par ces mouvements. Très mobile, qu'est-ce que tu entends? On a vu un retournement quand même. On a vu les pays asiatiques dire maintenant on va aussi réduire le nombre de fonctionnaires. On a vu des populistes gagner pas mal d'élections, populistes au sens large. On voit quand même que, je me trompe peut-être, mais moi j'ai l'impression, Zuckerberg changeait complètement de ligne, passait de proche des démocrates et de la censure avec les fact-checkers à l'élimination des fact-checkers. J'ai l'impression qu'on a quand même vu, à ma surprise, un mouvement du paysage, en tout cas. Oui, non, j'avais pas compris le mot. En effet, ça a créé un mouvement immédiat, inattendu. Les choses étaient très, très figées et tout d'un coup, elles se sont débloquées. C'est assez étonnant que ça aille aussi vite. Bon, après, oui, voilà, mais il y a les retournements de veste aussi qu'il faut prendre en compte, ceux qui s'y préparaient depuis longtemps, comme Zuckerberg. Je ne sais pas si c'est un retournement de veste ou s'il y a une part de sincérité, c'est toujours impossible à savoir, enfin, je veux dire. Mais en tout cas, il y a un changement, en effet, impressionnant. Peut-être pour la petite blague, c'est amusant que le libertarisme soit un ralliement à l'État. Parce que quand même, Zuckerberg, finalement, il se soumet à l'État en place. C'est un homme d'affaires. Bon, il s'avère que Trump semble, en tout cas, vendre la liberté. Qui vivra verra. Mais en parlant de retournement de veste, pour s'éviter des mauvaises surprises, je pensais repasser sur le programme de M. Trump pour qu'on se souvienne, pour que nous puissions faire une checklist de ce qui sera fait et pas fait. On commence par le litigieux pour aller vers le peut-être moins litigieux si ça se discute. Dans le volet migratoire, il a promis une attaque massive sur les cartels pouvant aller jusqu'à l'intervention américaine sur le sol mexicain. Bon, avec l'approbation, j'espère, de cet État souverain. La peine de mort pour les trafiquants d'êtres humains et les illégaux n'ayant plus aucun accès aux soins et aux aides sociales. Sur le volet scolaire, la prière à l'école est prônée, même si je crois qu'il est quand même assez fédéral pour laisser l'État choisir. La mise en avant du travail concret, donc ça marche sur le volet supérieur aussi, donc secondaire et supérieur, d'avoir une volonté de corpus plus pratique, moins idéologisé. Je vous épargne le volet woke dont on a parlé toute la journée, mais vous imaginez bien que les perspectives, les modèles néoconstructivistes ou constructivistes tout court n'ont plus de voix au chapitre. Un soutien financier aux vétérans. Bon, ça, je ne sais pas si c'est du clientélisme ou simplement une valorisation de l'État américain. Des programmes de réintégration dans l'armée, de recrutement de l'armée, assez important. Un combat contre la drogue avec un volet peut-être un peu de gauche, parce qu'il a souligné qu'il voulait que les personnes ayant des problèmes de drogue puissent se mettre en arrêt de travail et avoir un soutien, une aide. Donc, c'est pas peut-être plus mitigé sur la question. Et donc voilà, ça c'est un premier volet, puis on passera sur l'économie. On a probablement beaucoup de choses à dire. Toi, tu peux peut-être un avis déjà sur cette masse? Non, en effet, tout à l'heure, tu disais, c'est très bien, il y a plein de décisions, mais on ne parle pas vraiment de la mise en œuvre, c'est ce que tu reprochais. Peut-être que tu veux étayer un peu ça. Déjà, je sais pas, je pense que c'est peut-être le premier président dont le programme est une somme de vidéos. Donc ça, c'est un élément peut-être étonnant, des vidéos de 4-5 minutes, parfois plus, hein, mais fait son programme en quelques vidéos.
il souligne les grandes lignes, mais bon, il n'étaye pas les chiffres, il n'étaye pas les possibles. Ça reste relativement abstrait, quoi. Mais alors là, parce qu'il y a combien de points en tout? Il y en a 47. Et là, tu en as listé combien? 48, pardon. Non, j'ai essayé de les rassembler. On va éviter de. Et sur la santé, est-ce que j'ai raté quelque chose? La santé, j'y arrive. Effectivement, sur la santé, suivant RFK, c'est assez étonnant parce que est-ce que ça ressemble à de la nationalisation, en tout cas à un contrôle assez ferme de l'alimentaire et des médicaments? Il a souligné aussi que la souveraineté américaine des médicaments n'existe plus. Assez simplement, les médicaments, même de base, sont produits en Asie et en Europe, ce qui est assez inquiétant. On a vraiment une reprise en main de ce volet-là. Make America Healthy Again est une des variantes du Trumpisme actuel, quoi. Non, ça ne concerne pas que les médicaments, ça concerne aussi la malbouffe. Ce que j'ai cité. D'accord. Associé à ça, mais c'est vraiment pour souligner que c'est une nécessité, je crois, pour pouvoir mettre ça en place, un protectionnisme assez dur. On verra que ça génère des contradictions assez fortes. On a un programme extrêmement nationaliste, en tout cas localiste même, pour jouer un peu sur les mots. Mais parce que si on veut reproduire des usines de médicaments, il faut malheureusement se protéger des médicaments moins chers. On a un volet donc très, très conservateur, très protectionniste, que ce soit sur la santé ou les autres aspects, quoi. On a une Amérique qui se referme un petit peu sur elle-même. Je ne sais pas si tu vois les choses de la même façon. Oui, alors c'est le protectionnisme, ça ne veut pas forcément dire se refermer sur soi-même. En tout cas, il y a une reprise en main de l'économie par rapport à une mondialisation qui n'avait peut-être pas été très, jugulée ou gérée dans l'intérêt des États-Unis. C'est un peu le paradoxe, parce qu'en fin de compte, c'est les États-Unis qui ont quand même piloté la mondialisation. Et c'est le paradoxe, oui. Et sur le plan financier, la première bénéficiaire reste quand même les États-Unis. Oui, mais ils se sont appliqués aussi un peu ce qu'ils nous imposent, et avec les effets délétères aussi que. Donc, c'est pas seulement, bénéfique en termes de puissance. C'est ça qui est assez étonnant de leur part. Peut-être qu'il y a un surengagement dans la financiarisation, mais qui était aussi une arme. Si je me souviens du livre de l'ancien directeur de la banque allemande qui disait, oui, la finance anglo-saxonne est très agressive, et donc elle est très lucrative aux États-Unis. Bon, on voit que même les États-Unis, finalement, dans ce numéraire et dans cette masse monétaire constamment, ce flux constamment imprimé, ne s'y retrouvent peut-être pas. En fin de compte, si tu veux un pays qui fonctionne, un pays qui sait aller en guerre, tu ne peux pas avoir une population qui maintenant meurt en moyenne 5 ans avant un Européen. Et ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'analyse d'Emmanuel Todd, c'est que les États-Unis iraient encore, en fait, moins bien que nous, si on va plus en profondeur. Selon des critères démographiques, de production, oui, apparemment, lui préconise en fait que Trump ne pourra absolument rien faire pour redresser l'Amérique. Que ce sera le champ du signe. Je n'irai pas contre Todd parce que c'est un prophète d'excellente qualité et qu'il malheureusement se trompe assez peu, malheureusement pour les États-Unis. On voit quand même une volonté de diminuer les dépenses, d'améliorer la santé de la population, de réapatrier sa production. On a quand même une volonté de diminuer de 2000 milliards le budget de l'État par quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est-à-dire Musk. En tout cas, Musk et Trump, disons, a les mains libres, il a la majorité du pouvoir, et donc en soi, s'il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas faisable, tout simplement. Oui. Est-ce que, à propos bragging, comme on dit, sur les projets d'annexion, les bragging de Trump... On va parler de la confrontation empire et nation après. D'accord. Là, c'est un sujet assez intéressant parce que Trump a fait les choux gras sur effectivement ce qu'il a dit sur le Canada, le Panama et le Groenland. Je voulais d'avant ça, face au portrait que j'ai dépeint, on voit quand même que, paradoxalement, depuis la guerre en Ukraine, les États-Unis sont encore plus dépendantes du reste du monde pour les importations. Non, malheureusement, cette réindustrialisation s'est faite au détriment des Allemands, mais apparemment, ça reste très insuffisant par rapport aux besoins américains, qui sont assez voraces. Et donc, paradoxalement, on a les États-Unis qui sont de plus en plus dépendants du reste du monde.
Et donc, on a un Trump qui veut une politique de producteur, de désengagement militaire, mais qui est dépendant du dollar qui permet aux États-Unis de rester la première puissance économique. Donc, on a un Trump qui se retrouve face à un paradoxe, en fait, que je ne sais pas comment il jugulera. Est-ce qu'il est en train d'accepter le fait que, pour le dire avec beaucoup de crudité, les Américains vont se prendre une énorme tôle pour pouvoir se redresser après, et malgré tout ne pas utiliser le dollar et l'armée pour se maintenir, pour être un parasite? Ou est-ce qu'il va accepter la réalité des faits? Je crains que ce soit quand même un pragmatique. Je ne suis pas sûr qu'il soit idéaliste au point de lâcher les outils de l'impérialisme. C'est une vraie question qui vivra verra. Oui, c'est un peu difficile de spéculer juste maintenant. Moi, je vais peut-être éviter là-dessus. J'ai pas trop de... en tout cas, ça va être très intéressant à regarder, justement, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va être capable de faire, pouvoir faire. Voilà, je pense que ça sert à rien de spéculer. Mais comme Hollywood est le cœur des États-Unis et le phare du monde sur le plan culturel, malheureusement, on va regarder l'action politique de Trump avec beaucoup d'intérêt, car malheureusement, c'est aussi un grand spectacle. Hein, ça. Bon. Et alors aussi le projet, peut-être on peut dire 2 mots sur ce projet de dégraissement du fonctionnariat de l'État obèse. Ce qu'on en sait, c'est que c'est 2000 milliards. Et c'est une somme, hein, parce que l'État américain dépense 7000 milliards. Bon, ça reste une proportion raisonnable, mais une somme absolument délirante. On sait que Musk et Vivek ont principalement embauché des informaticiens, donc ils viennent du monde de la tech. Donc j'imagine qu'il est parti pour de l'automatisation et de la dérégulation. Ça a été fait à Twitter, et Musk est connu pour avoir des teams très resserrés, faire du bon recrutement. Il faut souligner effectivement que c'est une proportion importante du PIB français. Donc, on est sur des sommes faramineuses. Après, n'oublions pas la planche à billets et le fait qu'on est dans un monde où la monnaie coule à flot. Ok. Tu voulais continuer sur... En tout cas, voilà, je voulais rappeler, on va probablement se poser la question de façon constante et observer la situation américaine, mais je te laisse le prochain point international. Est-ce qu'on parle des annexions ou tu veux passer à Gaza? Oui, on peut parler pour moi, dans The Art of the Deal, Trump a souligné qu'il faut commencer par faire des offres absolument spectaculaires. Tu veux acheter mon croissant, je te le vends oui, voilà, 50 €, extrêmement agressif, extrêmement brutal, pour progressivement arriver à des situations plus raisonnables. Trump est connu, I have the bigger bottom than you, pour faire des phrases absolument démentielles et être extrêmement agressif. Pour finalement quand même avoir signé les accords d'Abraham, finalement signé un accord avec la Corée du Nord. C'est un deal maker. Et je crois qu'il est très très bon pour attirer et maîtriser la communication dans des façons de faire qui peuvent en choquer plus d'un, mais qui, d'un point de vue de l'obtention de résultats, est plutôt bonne, je crois. Enfin, alors après, les trois projets d'annexion, entre guillemets, ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a celui du canal de Panama, sur lequel il y a le problème d'une présence chinoise dans les ports très importante, avec des frais de passage extrêmement importants. Les auditeurs me pardonnent si moi me fait faux bon, mais un grand bateau rempli de biens doit payer environ 300 000 € pour passer. Un porte-avions pour passer paye 3 millions d'euros. Et le problème, c'est que les Chinois ont racheté des ports à l'ouest et à l'est du canal de Panama. Et c'est effectivement, de plus, s'il y a un réchauffement de la conflictualité avec les Chinois, ça peut devenir un enjeu stratégique. C'est déjà probablement un enjeu stratégique, étant donné l'implantation extrêmement forte en Amérique du Sud des Chinois. On a une guerre commerciale à peu près sérieuse, autant dans le Pacifique qu'en Amérique du Sud, que les Américains perdent. Donc voilà. Bon, sur la question du Canada, on ne sait pas trop, on pense que c'est un petit peu de la provocation. Et sur la question du Groenland, c'est un petit peu différent aussi, puisqu'il y a des passages qui sont en train de se créer avec la chute des glaces, enfin la fonte des glaces plus exactement. Et donc ça devient un enjeu un peu complexe et des possibilités renouvelées pour la Russie et la Chine.
sur lequel eux ont déjà commencé à programmer leur implantation dans la région depuis plus de 10 ans, si j'ai bien compris. Donc ils ont un train d'avance absolument colossal. On connaît la velléité anglo-saxonne et la puissance de la thalassocratique de contrôler, de diviser le continent monde. Si on a des routes de la soie et des canaux par le nord entre l'Europe et l'Asie, on a un continent monde où il y a la majorité de la population et la majorité des richesses qui n'a plus besoin des États-Unis, tout simplement. De toute façon, ce n'est plus une force productrice. Et à part une énorme armée et un système SWIFT et un système financier extrêmement puissant, donc dans un certain bellicisme, c'est la plus grande crainte, en tout cas, des Américains. Avec ces passages au Groenland, c'est un peu retour à une force un peu continentale, hein, justement, face à la force le continent monde unifié. Absolument. Bon, soyons raisonnables, le combat n'est pas... Et d'où sa proposition de racheter le Groenland. C'est vrai qu'il a beaucoup provoqué, il a même proposé, je crois, $1 million à chaque Groenlandais. Et alors, quand on commence à acheter les votes, surtout au Groenland, avec une somme pareille, c'est vrai que c'est dangereux et que c'est questionnable sur la démocratie, évidemment. Oui, bon, la démocratie, quand il y a autant de... Puisqu'il devrait y avoir un référendum. Absolument. Bon, en tout cas, voilà, il y a aussi l'enjeu des terres rares, semble-t-il, au Groenland, qui sont un enjeu absolument majeur actuellement à l'ère des batteries et de l'électrique. Donc voilà, on a en tout cas un président qui affiche ses velléités géopolitiques et affiche un retour au réalisme. Hein, je veux dire. Soyons très honnêtes, on ne fait pas du progrès, on ne fait malheureusement pas une défense des minorités, on parle sonnant et trébuchant, et on parle pouvoir, tout simplement. D'ailleurs, on peut s'attrister, moi qui ai le cœur extrêmement à gauche, que les Américains n'aient pas la capacité de partager le monde, en fait. On a quand même 1,2 milliard de Chinois à peu près, à la louche, et je ne vois pas pourquoi les Américains gagneraient une hégémonie absolue sur le monde, d'autant plus qu'ils ne semblent pas en avoir les moyens. J'oubliais d'ailleurs le dernier point, Trump a promis d'arrêter la guerre en Ukraine. Todd, de nouveau, notre prophète, dit que ça n'a pas de sens. La parole des Américains s'étant tellement effritée, s'étant tellement écornée à mentir, que les Russes n'ont aucun intérêt à accepter un accord pour voir suivre un réarmement de l'Ukraine. Donc certains analystes disent que nous n'aurons pas de cessez-le-feu, pas de paix, d'autres disent que oui. Bon, écoutez, on verra, les enjeux sont ce qu'ils sont. On pourrait peut-être voir une partition de l'Ukraine. Bon, les scénarios sont ouverts, mais l'horloge tourne et je pense qu'on s'approche doucement, mais sûrement quand même en tout cas d'orientation, vers une orientation majeure du conflit. Même si c'est à bas bruit, je pense que la guerre a vécu ses plus grandes batailles. Elles sont derrière lui. Elle, pardon. Bon, on va passer à Gaza, enfin cet accord de cessez-le-feu qui vient de se passer. Donc en fait, on n'a peut-être pas énormément d'informations encore sur ce qu'il y a derrière. Évidemment, comme l'investiture de Trump c'est lundi prochain, il y a un peu une dispute entre Trump et Biden pour se disputer le succès de cet accord. Comment penses-tu ? Moi, honnêtement, Gaza, j'avoue ne rien y comprendre. De Gaulle arrivait au Moyen-Orient avec des idées simples dans un Moyen-Orient compliqué. C'est trop tôt. C'est d'une perspective occidentale très difficile à comprendre. Les ennemis du matin peuvent être les alliés du soir au Moyen-Orient. Les enjeux tribaux et d'État, de ressources sont innombrables. En plus d'être des nœuds incroyables, ça change tout le temps. On a quand même pu voir Israël attaquer le Liban et la Syrie, maintenant, et avoir eu quand même des difficultés avec la Palestine. On voit Erdogan pas tellement satisfait finalement de la situation. Il se pensait vainqueur, qu'il est un des moteurs de la situation syrienne, il commence à reculer. Peut-être que une hypothèse peut-être un peu plus lointaine,
peut-être qu'Israël est suffisamment satisfait de la situation, avec la Syrie abîmée, pour pouvoir se braquer vers l'Iran ou simplement accepter un statu quo et donc accepter donc un cessez-le-feu parce qu'elle a d'autres enjeux. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse? La reprise du plateau du Golan aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu frais. Je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est un accord aussi qui va perdurer ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu ponctuel? En tout cas, ça s'est passé. Les tractations se sont passées au Qatar, d'après ce que j'ai compris. Voilà, il y a toujours aussi tous des pays satellites qui ont une influence importante, mais je pense que c'est compliqué de s'avancer un peu plus là. On peut faire quelques hypothèses. Est-ce que finalement l'administration Biden aurait pu pousser Israël pour toi à un cessez-le-feu pour couper l'herbe sous le pied de avant Trump. l'arrivée de Ça, Trump? pour moi, c'est surtout ça, c'est que ça arrive 3 jours avant l'investiture. Vraiment, on était presque, la course était presque perdue. Et donc là, oui, ce sera pas. Il fallait que ce soit pas un succès de Trump. Alors que je pense bien que Trump aussi négocie, puisqu'il a l'envoyé. C'est exactement qui est allé réveiller, Netanyahou, de sortir de son Shabbat qu'il a refusé au départ de couper. Bon, donc là, c'était bien un envoyé de Trump. Hein. Bon, il est de bonne guerre que les deux administrations s'affrontent jusqu'au bout. Les problèmes de politique intérieure américaine font du sang sur toute la planète. En tout cas, on peut se satisfaire que la population palestinienne voit un arrêt dans les conflits. On en reparlera quand on aura plus d'informations. Là, on est un petit peu dans le noir. J'avoue et en plus, on a une situation française extrêmement passionnante parce que je dois vous avouer immédiatement mon amour pour Bayrou. Je pense être un personnage absolument formidable. Pas sur le plan politique, malheureusement. On est passé à la France, là. On revient tout petit, là. Oui, alors le discours politique général. Bon, en fait, c'est vraiment parce qu'il faut en parler, parce qu'en fait, en gros, c'est pour dire que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, il a quand même beaucoup insisté sur le surendettement, qui est plutôt quelque chose en général que le gouvernement met un peu sous le tapis. Surendettement, dit-il, le plus important depuis la guerre. Et il en appelle à la responsabilité de tous les partis, hein, donc tout le monde. Il demande à cesser de faire des dépenses supplémentaires. Donc là-dessus, il a été quand même relativement ferme. Il a quand même, malgré tout, remis le sujet des retraites en chantier. On appelle ça un conclave sur les retraites, tout en respectant l'équilibre financier. Alors ça, c'est du en même temps parfait. Et que si les partenaires ne s'accordent pas, tant pis, on resterait sur l'accord initial. Est-ce qu'il a parlé d'une baisse des dépenses? Oui, c'est ce que je viens de dire en fait, c'est qu'il demande tous les partis et tous les responsables. Alors, il n'a pas été dans des directions spécifiques, mais il parle de baisser les dépenses, de ne pas engager de dépenses supplémentaires en tout cas. En tout cas, il appelle à avoir le soutien de l'Assemblée, le soutien de tous les partis. On sait déjà que... Il y a le soutien du PS, a priori. En tout cas, on sait que sur les retraites et sur certains points, la gauche, ni la droite d'ailleurs, ni une partie de la droite n'acceptera. En fait, je te laisse terminer, puis on fera un petit pari. Non, vas-y, va jouer au bout de ta phrase. Vous voulez faire un pari? Moi, je parie que ce monsieur ne sera pas là le 1er mars. 1er mars. C'est bientôt. A priori, je ne trouve pas que ça va vers une motion de censure, mais bon. Ce budget, ils ont d'autres moyens de faire passer les budgets, mais il va bien falloir taxer la population à un moment ou à un autre. Il va bien falloir payer les JO. On a un État qui a des frais. Qui l'année passée avait manqué 300 milliards pour son financement en affaires courantes. Je m'interroge comment ce Bayrou qui est censé tondre la population va y arriver. Parce que c'est vrai qu'il appelle à cesser les dépenses, mais lui ne propose pas grand-chose pour son gouvernement, à savoir quelles sont les dépenses qu'il prévoit de réduire. Il y a
il y a aussi il parle aussi d'un retour à la proportionnelle pour les législatives. Est-ce Donc, que il ce n'est pas remet le sujet sur un vieux serpent de C'est un mer vieux, des ouais. centristes, Ouais. la proportionnelle? Si. Si, pour montrer qu'on veut faire quelque chose, qu'on veut changer. Je pense qu'en effet, c'est un vieux serpent de mer. Bayrou est un centriste, hein, le Et modèle. je crois que Macron n'est pas du tout pour, d'après ce que j'avais compris. Bon, tout ça, j'attends de voir en pratique ces choses-là. Ce qui est beau pour la vie, c'est qu'on n'arrive plus à s'intéresser à la Non, politique française. vous voyez, la tête qu'on a en commentant ça, on est vraiment passionné. L'adoption du budget, objectif de retour aux 3%. Il prévoit aussi de favoriser l'IA dans le service public. Ça veut dire que c'est pour aider à crémer les fonctionnaires ou pas? Okay. Ensuite, il a quand même mentionné les gilets jaunes. Il a mentionné les gilets jaunes et donc il appelle à abattre le mur qui existe entre les uns et les autres en France et à reprendre les cahiers de doléances des gilets jaunes. Moi, c'est ce qui me plaît avec ce personnage qui est quand même passionnant, c'est qu'il est en discours, un de ses premiers discours importants, et il fait de l'électoralisme. Il se prépare pour 2027. Moi, je vous avoue qu'une France bayrouisée serait une France apaisée qui, à l'international, serait Oui, toi, tu as une senti puissance moyenne. qu'il y avait un discours de présidentiable. Et moi, j'y ai vu quand même, je me le suis laissé entendre qu'il avait tout un discours plutôt électoraliste, en fait. Ce qui veut l'état de la France me paraît important, parce que quand la France brûle, il faut parler de soi et non du pays. Ouais. Alors, je termine sur ce que j'ai pu noter. Oui, alors l'école, qui était la première au monde, qui s'est dégradée, c'était un échec dont sont victimes les plus faibles. Bon, il enfonce un peu des portes ouvertes, c'est bien de constater tout ça. Il était ministre de l'Éducation. Oui, c'est vrai. L'orientation précoce, selon lui, les met en danger, car les enfants ne sont pas des poireaux, dit-il. Ils ne poussent pas tous de la même manière. Il remet aussi en question Parcoursup, pas mal. La santé mentale, grande cause nationale 2025, ça on peut comprendre. Au commissariat à l'enfance, alors ça encore un comité, un énième comité qui sera créé pour l'enfance, c'est-à-dire, bon. Et il termine sur 2 belles phrases. L'état de droit n'est pas un état de faiblesse. Alors, je sais pas si c'est un constat ou préconisation. Et il ne faut pas hypothéquer la vie de nos concitoyens au nom de nos passions politiques. Mais moi, ce que je trouve beau, cette phrase est magnifique. Effectivement, l'État ne doit pas être un état de faiblesse, mais c'est pour ça qu'il faudra faire des commissions sur l'ouverture de commissions et l'intérêt des commissions, ce qui nous fera une dizaine de commissions pouvant vérifier l'intérêt de commissionner, et ce qui devrait coûter peut-être une centaine de millions, et paralyser un certain nombre de fonctionnaires. Et là, on voit la puissance de l'État et de la cinquième. Je dois admettre que ce monsieur Bayrou a un marteau aussi gros que sa tête. Je trouve ça absolument génial et j'attends avec fermeté de voir toutes les actions de cet homme qui n'arriveront pas. Il y aurait aussi un projet de taxe sur les hauts revenus. Alors, il y a l'abandon de la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale. C'est vrai que c'était peut-être pas forcément là qu'il fallait supprimer des postes. Mais on ne parle pas de suppression de postes ailleurs, collectivités locales, ce genre de choses. Voilà, enfin que déjà peu de choses très marquantes et en plus jamais étayées de savoir quand, comment. Bon, c'est français, quoi. Et puis bon, c'est la cinquième, dans un piteux état. Bon, on a l'Assemblée dans ses œuvres, on a la politique française dans ses œuvres, de la communication, du spectacle. Bon, Bayrou est un peu plus ennuyant que les autres. Bon, il n'est pas plus ennuyant que Barnier. Bon. Non, mais il est à sa place. Il est ton sur ton, cet homme-là. En fait, il n'y a pas grande différence entre les deux. Je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça change. Écoutez, voilà un vrai sujet philosophique. 2 types de vide, comment les quantifier, que faire. C'est vrai que c'est plus intéressant d'un point de vue philosophique. Bon. Moi, je vous prends mon pari, mettez-le dans les commentaires si je me trompe. Moi, je dis pour le 1er mars, M. Bayrou aura disparu. Ce sera probablement Ségolène Royal ou Manuel Valls. Je suis très valsien. Moi, j'avoue qu'il faut qu'une boucle s'achève dans la sociologie PS, dans l'administration PS. Il faut que Valls redevienne Premier ministre avant la fin du mandat de M. Macron.
Bon, écoutez, je suis un peu aigre, pardonnez-moi. Non, mais c'est très difficile de discuter sur le rien, en fait. Donc là, non. Ça risque de se freiner. Alors autant aux États-Unis, ça bouge, peut-être pas forcément que pour le meilleur, mais au moins, mais là, on se traîne dans la mélasse, et comme on a toujours beaucoup de retard sur ce qui se passe réellement en Occident, voilà. Je propose une commission sur l'état des lieux de l'Occident, et puis une commission sur l'état des lieux de la France dans l'Occident, et peut-être une commission en partenariat avec les Allemands, puis en partenariat avec l'Union européenne, et nous aurions peut-être une visibilité un peu plus claire. On sortirait de la brume et on pourrait enfin agir. Voilà. Voilà ce que j'en pense. C'est la méthode Bayrou. Voilà. Bon, l'actualité est un peu faible ce soir, en fait. Je pense cette semaine, plus exactement. C'est comme là, on est dans ces mois de janvier froids sur lesquels tout est encore un peu en suspens. Alors, je sais pas si tu veux. Non, mais je pense parler d'autres sujets. qu'autant finir sur des idées riches avec des personnages intéressants. Je pense que ça s'impose. Je remercie nos auditeurs. Je les invite à faire un commentaire pour qu'on s'améliore. On lit l'actualité, on vous la rapporte. Cela vous fait un gain de temps. La revue sort bientôt. Vous pouvez retrouver tous nos réseaux en dessous de la vidéo. Merci Flavie. Merci David. Merci Anawa et merci aux auditeurs. Excellente soirée. Dans la dissociété des dysphoriques contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.